je suis Anne-Marie Chartier. J'ai fait toute ma carrière de professeur dans la formation des maîtres du primaire à l'École normale de Versailles, et puis ensuite dans les instituts de formation des maîtres, au moment où la formation est devenue universitaire. Et actuellement, je suis retraitée, mais à partir d'un certain moment, ma carrière s'est partagée en deux, à la fois dans le Centre de recherche pédagogique nationale et en continuant de faire la formation des maîtres du primaire. Donc tous mes sujets de recherche sont des sujets directement liés à la question de la formation des maîtres. Mais après avoir travaillé un certain temps dans les problèmes de la didactique contemporaine, je me suis orientée vers l'histoire, et ça a beaucoup surpris mes collègues parce qu'ils ne comprenaient pas très bien pourquoi une recherche portant sur le passé pouvait être utile dans une perspective de formation actuelle, ou au contraire, ce qui est prioritaire, c'est de penser la nouveauté, les changements, les réformes nécessaires. Moi-même, je me suis beaucoup interrogée sur l'aspect utile ou comment dire, uniquement pour le plaisir de la recherche historique du passé. Alors, certainement, il y a une dimension qui est aussi de s'intéresser à valoriser comme un objet d'étude important l'histoire de l'école primaire, parce qu'elle est souvent considérée comme un objet secondaire. Elle est beaucoup moins importante que l'histoire sociale ou que l'histoire politique, et qu'on est plutôt sur une représentation de l'histoire de l'école comme étant soit une école du progrès, soit au contraire une école de l'archaïsme, du retard. Et il me semblait que la manière dont les maîtres conduisaient leur travail dans la classe méritait autant d'intérêt que l'étude des lois, l'étude des grandes décisions politiques qui ont fait évoluer l'école. Moi, ce qui m'intéressait, c'était de comprendre qu'est-ce que les maîtres faisaient dans leur classe. Des maîtres qui n'étaient pas des maîtres exceptionnels, qui n'étaient pas des grands pédagogues, qui n'étaient pas des créateurs de mouvements pédagogiques, mais qui étaient les maîtres de tous les jours. Puisque ma perspective, c'était de former les maîtres de tous les jours. Et je me disais, il faut réfléchir sur quel est l'espace de liberté, quel est l'espace de contrainte, quels sont les instruments à la disposition des maîtres qu'ils ont fait ce qu'ils ont fait. Pas mieux, mais pas pire. Et quand on regarde les choses de manière rétrospective, on ne voit souvent que ce qui manque. Ce que les maîtres du passé n'ont pas fait, ce que l'école du passé n'a pas fait. Elle était une école qui était oppressive, elle était une école qui ne considérait pas bien les enfants des milieux populaires, elle était une école qui ne voyait que la perspective de l'ascension sociale et pas la perspective de la formation ordinaire. Et il me semble que cette manière de voir l'école seulement avec ce qui manque, c'est un petit peu la même chose que font les didacticiens quelquefois quand ils vont dans les classes, ou les professeurs, les formateurs des maîtres ou les inspecteurs. Quand ils vont visiter un professeur dans une classe, ils ne voient que ce qui ne va pas, ils ne voient que ce qui manque. Et je pense que ce que nous en prenons en faisant de l'histoire de la vie quotidienne des écoles du passé ou de l'anthropologie de l'école du présent, c'est non pas avoir ce qui manque, mais à voir ce qui existe. Et à se demander pourquoi ce qui existe existe. Qu'est-ce qui fait que ce qui est là a des raisons d'être là. Au moment où j'ai commencé les recherches historiques, c'était le moment des débats sur la lecture. Des guerres des méthodes, d'un côté, syllabique contre global, et tout le monde se disputait autour des problèmes de la linguistique, des problèmes de la psychologie cognitive, de l'arrivée des références savantes à l'intérieur de l'éducation, de l'enseignement de la lecture.
Et d'autre côté, il y avait le problème de l'échec scolaire des enfants sur cette question, non seulement au début de leur vie pédagogique dans les petites classes, mais aussi dans le collège, où les professeurs se lamentaient que les élèves n'aiment pas lire. C'est même pas qu'ils n'aiment pas lire, c'est que certains n'aiment pas lire parce qu'ils lisent mal. Et puis, il y a ceux qui ne lisent pas mal, mais que la lecture n'intéresse plus. Ce sont les très bons élèves qui vont faire des études de maths, des études de physique, et ils savent qu'ils n'ont pas besoin de lire des romans pour réussir. Alors, ce que j'ai cherché à faire, c'est à d'abord comprendre avec quels étaient les instruments avec lesquels les maîtres apprenaient à lire aux enfants. Parce que bien sûr, nous ne pouvons pas retourner dans les écoles du passé comme nous pouvons aller dans les écoles d'aujourd'hui pour voir comment se passent les leçons de lecture. J'ai beaucoup été aidée pour imaginer les environnements pédagogiques et culturels par les voyages que j'ai faits et le fait que je suis allée dans beaucoup d'écoles, dans beaucoup de classes d'alphabétisation, dans des endroits différents du monde. Et je me souviens que j'ai pu, par exemple, d'un seul coup comprendre comment on apprenait à lire au XVIIe siècle en France sur le latin, sur des textes en latin, quand je suis allée dans une école coranique je pense que c'est à Marrakech, et que j'ai vu comment les maîtres faisaient répéter les textes du Coran, qui n'est pas l'arabe, qui est l'arabe classique, et non pas l'arabe parlé par les enfants, de manière chorale, avant de commencer à apprendre à le déchiffrer. Pour moi, c'est un point extrêmement important, c'est de voir à quel point des manières de lire qu'on pense être totalement archaïques, et en même temps incompatibles avec notre façon de penser la lecture, sont encore extrêmement vivantes dans le monde et extrêmement répandues dans le monde, et j'ajoute, elles sont extrêmement efficaces. Alors qu'on a tendance à penser qu'elles sont absolument pas du tout efficaces. Alors en revanche, le problème est de savoir quel est le type de lecture qu'on apprend quand on apprend à lire des textes qu'on sait par cœur. Et évidemment, on n'est pas dans le même modèle de lecture quand on apprend surtout à relire des textes que lorsqu'on apprend à lire des textes éphémères, les textes des nouvelles qu'on va lire un jour et puis qu'on va mettre à la poubelle le soir. On sent bien qu'on n'est pas sur les mêmes objectifs, les mêmes principes, les mêmes valeurs accordées à ce qui est la prise de connaissance d'un texte. Et on voit bien que la manière dont les maîtres conçoivent l'apprentissage de la lecture dans les classes est dépendante des formes sociales de lecture qu'ils ont autour d'eux. Elles dépendent des formes sociales de lecture qu'ils pratiquent eux-mêmes ou qu'ils ont pratiquées quand ils étaient petits, mais elles dépendent aussi des injonctions du ministère, des décisions institutionnelles, et il faut qu'ils trouvent leur chemin entre le monde culturel des familles et des enfants et leurs propres objectifs d'apprentissage. Pour moi, ça a été difficile de changer, d'arriver vers cette conception parce qu'on est tous prêts à être d'accord pour dire il y a eu une époque où l'analphabétisme était majoritaire dans un pays et puis petit à petit les hommes ont appris à lire et puis ensuite même les femmes et puis les gens de la campagne ont appris à lire après les villes. Et puis on s'est mis à lire pas seulement des textes fonctionnels, mais aussi des textes de fiction, des textes scientifiques. C'est-à-dire qu'on a bien l'idée que les contenus des lectures changent, que le nombre des lecteurs change et augmente, mais l'idée que l'acte de lire n'est pas le même quand on lit un roman et quand on lit le livre de messe, ça, j'ai eu beaucoup plus de mal à arriver à le comprendre. Tout le monde pensait, quand j'ai commencé ce travail, et d'autres avec moi, que quand Platon lisait au IVe siècle avant Jésus-Christ, ou quand Saint-Augustin lisait, ou quand les intellectuels du XVIIIe siècle lisaient, et nous, quand nous lisons, nous faisons la même chose. Nous regardons avec nos yeux un texte, alors manuscrit ou un texte imprimé, ça n'a pas d'importance, et nous avons accès à la pensée de celui qui lit,
et que lire, c'est recevoir la pensée de quelqu'un d'autre pour la juger, pour la critiquer, pour l'apprécier, selon les cas. Or, quand on lit, quand un enfant apprend à lire le Paternoster dans un petit livre, alors que ce soit en anglais ou en français ou en latin, il n'apprend pas ça. Il n'apprend pas il n'est pas dans la perspective de la réception d'un texte étranger. Il est dans un acte de lecture qui dit son adhésion au texte. C'est comme, ça existe encore aujourd'hui, quand les jeunes chantent des chansons en anglais dont ils ne comprennent pas les paroles la plupart du temps, mais qu'ils ont entendu beaucoup et qui font partie de la vie des adolescents, d'une certaine manière, ils répètent une poésie et une musique en langue étrangère, non pas pour saisir la pensée de quelqu'un d'autre, mais pour participer à une collectivité, comme quand on lit le Notre Père. Et là, donc, je ne veux pas dire que la lecture a été entièrement religieuse à une époque, puis entièrement dans la réception des textes scientifiques et des textes de fiction à une autre. Ce que j'ai compris, c'est que beaucoup de pratiques de lecture coexistent à toutes les époques, mais certaines pratiques sont conçues comme étant les plus importantes, et c'est celles-là qui deviennent les fins de l'éducation. Aujourd'hui, on est toujours dans une perspective qui est lire, c'est la réception des textes. C'est la compréhension, c'est se faire une représentation de la pensée de quelqu'un d'autre, qui mérite d'être lu, qui va m'apprendre des choses, qui va me faire rêver des choses. La lecture de romans ou la lecture d'informations scientifiques, par exemple. Mais il vient d'arriver une nouvelle forme de lecture avec les nouvelles technologies. Alors, la chose qui est le plus visible avec l'arrivée des nouvelles technologies, c'est qu'on est sur un système d'interaction permanente de la lecture et de l'écriture. Dans la tradition de la lecture, de la réception, le moment où je lis, ce n'est pas le moment où j'écris. Je veux dire que le moment de lecture est un moment qui est séparé de la personne qui a écrit. Je ne sais pas où est l'auteur. Le texte est devant moi, souvent ce sont des textes longs, et je dois parcourir à mon rythme la totalité du texte pour m'en faire une représentation. Et le cas échéant, si je suis un critique littéraire, je vais écrire quelque chose sur le roman dans les journaux. Si je suis un élève, je vais rédiger un devoir qui dit ce que je pense du texte, je souffre beaucoup. Mais il n'y a pas d'interaction entre l'acte de lecture et l'acte d'écriture. Il y a même dissociation claire entre les deux. Et bien évidemment, on lit infiniment plus qu'on écrit. Écrire est un acte coûteux, limité, alors que la lecture est un acte qui peut aller très vite. Je peux lire en une journée ce qu'une équipe de chercheurs a mis 2 ans ou 3 ans à écrire. Avec les nouvelles technologies, ce qui apparaît bien, c'est ce mélange permanent de l'interaction entre l'écriture et la lecture, et sur des messages très brefs et instantanés. C'est-à-dire que je ne suis pas séparée de la personne à qui j'écris, j'attends sa réponse immédiatement ou presque, et s'il tarde à répondre, je demande d'abord. Et on est sur un autre mode de communication, c'est-à-dire que dans l'école, on est bien toujours sur la lecture de réception, mais dans la pratique sociale entre pairs et dans la rue, ce que les jeunes pratiquent, c'est une lecture c'est une lecture de communication. Alors là-dedans, il peut y avoir des lectures longues, parce que je peux envoyer des textes que j'ai recopiés ailleurs, que j'ai pris sur Internet. Je peux diffuser des textes à une vitesse absolument incroyable, comme on n'a jamais fait auparavant. Mais la manière de lire ces textes est influencée par la manière d'interagir dans la lecture-écriture. Et souvent, ce qui se passe, c'est que ce que je vais faire, c'est lire de manière très rapide pour reprendre quelques informations. On n'est plus dans la valorisation du processus de lecture lente,
qui était celui des livres anciens dans la tradition précédente. On est plutôt dans la multiplication des références dont on doit prendre des informations pour faire des réseaux de signification. Et forcément, on ne peut pas gagner sur tous les tableaux, parce que la chose qui n'a pas changé, c'est la durée des journées. Elle n'a pas dépassé 24 heures, et il faut toujours dormir, et il faut toujours se nourrir. Et donc, je ne peux pas lire beaucoup plus des choses longues. C'est-à-dire que si je suis en relation et je tweete et je fais des mails pendant 2 heures par jour, alors je ne lis pas des romans très longs pendant 2 heures par jour. Et donc là, il y a un vrai problème de concurrence des manières de lire dans l'ancien système et le nouveau système. On ne peut pas penser que les nouvelles technologies vont aider à résoudre les problèmes que ne résolvaient pas les anciennes technologies. Elles vont poser autant de problèmes qu'elles vont apporter de nouvelles solutions, puisque la modification des instruments entraîne aussi une modification des modes de communication et de contenu, mais on va retrouver les mêmes problèmes de classement, les mêmes problèmes d'échec scolaire, les mêmes problèmes de compréhension avec les nouvelles technologies qu'avec les anciennes technologies. Elles ne sont pas une solution qui modifie la relation à la circulation des informations et des écrits, même si elles accélèrent apparemment de manière énorme la communication. Mais le temps de compréhension n'est pas accéléré. C'est-à-dire que je suis toujours le même organisme biologique qui a besoin de temps pour digérer, de temps pour capitaliser et de temps pour comprendre. Et donc, d'une certaine manière, les nouvelles technologies vont nous obliger simplement à changer nos modes de relation à l'entrée dans la lecture et dans l'écriture. En gros, moi je pense qu'il n'y a pas eu de modification essentielle des manières d'apprendre à lire aux enfants depuis les années, je dirais, le début du XXe siècle. À partir du moment où on a couplé 2 choses, l'apprentissage de la lecture avec l'apprentissage de l'écriture et avec l'image. C'est-à-dire, à partir du moment où on a dans les manuels scolaires pour les cartillas, pour les petits, passo a passo ou el nene, les 3 choses, c'est-à-dire l'image, la lecture et l'apprentissage de l'écriture qui va permettre des copies, qui va permettre de reproduction, surtout de mémoriser les relations graphophonétiques. Je pense qu'il n'y a eu aucun changement. On a eu énormément de savoirs qui ont progressé sur ce qui permet la réussite ou l'échec de l'apprentissage, ce qui permet d'accélérer ou de faire obstacle à l'apprentissage. Mais je ne vois pas qu'il y a eu de nouvelles méthodes, il y a eu des aménagements de surface. Je pense qu'aujourd'hui, avec l'arrivée des instruments du couplage de l'écran et de la voix et de l'image, avec les interactions qui sont dans le clavier sur la lecture et l'écriture, probablement, dans les années qui viennent, des professeurs dans la classe sont en train d'inventer de nouvelles méthodes d'apprentissage, de nouvelles progressions, de nouveaux modes de fonctionnement de l'apprentissage. Et je pense que c'est pour le savoir, il faut aller dans les classes. Ce n'est pas dans les laboratoires de psychologie, ni dans les laboratoires de linguistique, ni non plus dans les lieux de production de la marchandisation des logiciels. Qu'on va le trouver, c'est dans les classes où les maîtres travaillent au jour le jour avec les enfants. Moi, je suis j'ai été élevée à l'époque de l'imprimerie et des photocopies. Donc, j'ai beaucoup de mal à lire sur l'écran des textes longs.
Mais je sais que mes enfants ne sont pas dans la même génération. Il suffit d'attendre. Je veux dire que les maîtres arrivent dans la classe avec leur propre culture personnelle de leur jeunesse et de leurs études. Mais d'abord, ils vont être éduqués par leurs enfants à la maison, puisque souvent dans les espaces domestiques, ils ont des usages des technologies nouvelles qu'ils n'ont pas encore dans la classe. Le problème des technologies nouvelles dans la classe, c'est le problème du groupe. Parce qu'il est très difficile d'être dans une relation duelle devant un écran avec un enfant à côté de soi, ou l'enfant devant l'écran et le maître, l'adulte à côté de lui. Ça, c'est très facile de le faire à la maison, mais pour le moment, c'est difficile de le faire en classe où on a un grand nombre d'élèves. Mais dès que les maîtres auront les instruments qui permettent de, par exemple, produire sur un écran grand comme un tableau, ce qui est sur l'écran de l'ordinateur, et qu'on peut discuter tous ensemble et interagir et écrire avec les tableaux interactifs. C'est-à-dire qu'il faut suivre un stage d'1 semaine et après on sait se servir d'un tableau interactif. Et généralement, ceux qui ont commencé à se servir d'un tableau interactif, ils ne reviennent jamais en arrière. Ils ne veulent plus ne pas en avoir. C'est-à-dire que c'est très difficile quand on s'est familiarisé avec une technologie qui est peu coûteuse et qui économise beaucoup d'énergie mentale. Parce que tous les instruments technologiques qui nous sont donnés, ce sont des prothèses de mémoire. Et que ce qui est formidable pour les enseignants, c'est de pouvoir garder en mémoire des étapes de ce qui a été travaillé en classe, alors que pour le moment, ils sont obligés soit de le marquer sur du papier, soit de le tenir dans leur tête, et c'est très, très coûteux. Et donc, il manque beaucoup de choses. Mais ils doivent savoir qu'il faut qu'ils aient plusieurs cordes à leur arc, plusieurs manières de faire selon les circonstances. Il faut pouvoir travailler avec la craie et le tableau noir quand on n'a rien d'autre. Il faut pouvoir travailler avec le papier et la photocopie quand on peut. Et il faut pouvoir travailler avec les nouvelles technologies. Ce n'est pas simplement un problème de coût des installations qui est un problème, c'est un problème de l'entretien des installations. Et je pense que c'est ça qui va, pour le moment, creuser l'écart entre les pays riches et les pays pauvres. Ce n'est pas la compétence des enseignants à utiliser les nouvelles technologies, c'est la capacité des budgets publics à soutenir l'entretien permanent des nouvelles technologies, qui sont des technologies marchandes. Et donc, l'objectif des marchands, c'est de rendre obsolètes très rapidement les nouveaux instruments pour qu'on en rachète de nouveaux. Et ça, c'est une chose qui est nouvelle dans l'histoire de l'enseignement. Parce que jusque-là, les instruments étaient conçus pour être durables. A mí lo que me parece importante de los trabajos que salen de la mirada erudita de la historia, no solamente por querer saber cómo fue, no solamente por motivos de querer saber más, sino la aplicación que tienen, o sea, esta necesidad es necesario pensar la historia para pensar, conocer la historia para pensar el futuro, ¿no? Esta idea que en educación, en algún texto tuyo estaba, nadie dice, todos decimos que la historia es muy importante, pero jamás se convoca a un historiador de la educación para hablar de los problemas educativos actuales. O sea, hay una idea de que es importante, pero no en la realidad. O que uno puede muchos cursos donde siempre hay una primera unidad histórica que después no se retoma, que parece que en realidad, me parece que los trabajos tuyos aportan en ver cómo la historia nos permite comprender el presente e imaginar futuros. No es simplemente una cuestión erudita, de saber más, de conocer. Moi, je suis très dans la lignée de Marc Bloch, des Annales, qui est de penser qu'on ne pose jamais au passé que des questions qu'on a puisées dans le présent. Et c'est pour ça que l'histoire est une science toujours jeune, puisque à chaque génération, on peut recommencer les études sur les mêmes objets, mais avec des questions qui sont des questions différentes. Et c'est bien vrai que dans une perspective qui est la mienne, qui est celle de la formation des maîtres du présent, le travail que j'ai fait sur, par exemple, pour essayer de comprendre comment on peut apprendre à lire dans un livre du XVIIe siècle, m'aide à lire la production des manuels de lecture qui sortent aujourd'hui des maisons d'édition en France. C'est-à-dire que le regard, la compétence que j'ai acquise
pour essayer de voir les manières les utilisations, les modes d'usage dans la classe des instruments de travail intellectuel sont aussi pertinentes pour le présent que pour le passé. Et à ce titre-là, c'est un élément de la formation des maîtres. Je pense que c'est une dimension de l'histoire que la plupart des historiens n'ont pas à se préoccuper, puisqu'ils n'ont pas de responsabilité par rapport à la formation. Ils ont simplement une responsabilité par rapport à l'information, c'est-à-dire qu'ils apportent de nouveaux modèles du passé, mais pas des instruments de travail. Moi, je pense que c'est parce que j'ai été professeur d'école normale que je me suis intéressée à cette dimension-là du travail. Par exemple, quand on a fait avec Elsie Rockwell le numéro d'histoire de l'éducation sur apprendre à lire, peut-être tu peux le dire en espagnol. Hein. Aprender a leer a los iniciantes. Sí, doy de nuevo. Aprendizaje inicial de la lectura en los países de lengua latina, de lengua romana. Sí. On a voulu faire une comparaison à la fois dans le temps, depuis le XVIIe jusqu'au XXe siècle, et en même temps dans la géographie. C'est-à-dire voir comment des pays qui sont tous des pays de culture catholique, l'Espagne, le Portugal, l'Italie, la France, le Mexique, le Chili, le Brésil, ont conçu des méthodes d'apprentissage de la lecture de langue romane, avec une modalité aussi de langue qui est proche du latin, mais qui en même temps sont dans leurs principes similaires et dans leur réalité sur le terrain différentes. Comment chaque pays construit finalement une culture nationale, non pas dans les principes sont internationaux, mais dans les pratiques. Ce sont les pratiques de terrain des maîtres qui font les cultures nationales scolaires, et non pas les textes législatifs ou descriptifs, puisqu'on peut dire le texte de la loi de Sarmiento et le texte de la loi de Jules Ferry, quand on les lit naïvement, on pourrait croire que c'est le même texte. Et en fait, c'est les mises en application sur le terrain qui montrent qu'on est dans des mondes différents. Je pense que c'est ça qui est de redonner valeur a la culture de terrain. A mí me gustó otra cosa que decías hace un rato de trabajar con las formas de enseñanza del maestro común. No tanto ver los grandes renovadores, los grandes pedagogos, sino ver al maestro cotidiano, al maestro que no dejó marca en la historia, ¿no? Me acordaba Michel de Certeau, ¿no? Hacer la historia del hombre común. O sea, el intento de hacer la historia del maestro común, de aquel que trabajó de maestro toda la vida, que alfabetizó un montón de niños y no quedó en la historia, pero reconstruir esta cotidianidad, no los grandes hombres, no los grandes pensadores, no los grandes revolucionarios, sino aquel cuyo nombre quedó olvidado en la historia, ¿no? Me parece algo muy interesante que muchas veces la historia de la educación no tiene que ver con los grandes hombres, sino con este conjunto de maestros que trabajaron de maestros, que enseñaron, que no dejaron marcas enormes, pero que acumularon en lo masivo, ¿no? Absolument. Je pense que ce sont ces maîtres anonymes qui font l'histoire. Mais on est beaucoup à penser comme ça. Sí, tenemos a pensar en los grandes hombres, los grandes pedagogos.